Cela faisait à peine 2 semaines qu'il n'était pas allé en ville, et lorsqu'il y retourna, Ish découvrit avec horreur que l'humanité avait disparu. Même dans la ville animée de New York, où les lumières brillaient encore la nuit, il n'y avait pas un seul être humain en vue. Mais que s'était-il passé? Ish, un géologue, vivait souvent isolé dans les montagnes pour son travail. Un jour, alors qu'il collectait des échantillons, une vipère le mordit à la main. Pris de panique, il appela les secours avec son téléphone, mais, affaibli par le venin, il perdit rapidement le contrôle de son corps, et le téléphone tomba dans une crevasse. Incapable d'attendre de l'aide, il prit son couteau, grava une croix sur la morsure et aspira le venin avec sa bouche. Après avoir maîtrisé sa douleur, Ish se précipita en direction de sa cabane en montagne. Grâce à sa volonté de faire, il réussit à rentrer avant que le poison ne prenne le dessus, mais, épuisé, il perdit connaissance. Quand il se réveilla, il remarqua que son bras était noirci et enflé. Tentant de se relever, il s'évanouit à nouveau, incapable de bouger. Quelques jours plus tard, il entendit des voix près de sa porte, mais les visiteurs, pensant qu'il était condamné, repartirent sans l'aider. Lorsqu'Ish reprit finalement ses forces, il constata que son bras avait guéri et que le poison semblait avoir été maîtrisé. Affamé et désorienté, il décida de se rendre au supermarché du village voisin pour acheter des provisions. Mais en arrivant, il découvrit un spectacle macabre, des corps jonchaient le sol. Un policier gisant près de sa voiture dégageait une odeur insoutenable, attirant des nuées de mouches. La ville, habituellement animée, était étrangement silencieuse, comme si le temps s'était arrêté. Les corps des habitants semblaient figés dans leurs actions, certains étaient encore près de leur chariot, d'autres dans leur voiture. Alors qu'il était plongé dans ses pensées, une alarme retentit soudainement. Un écran dans le parking affichait un message d'alerte, courez. Pris de panique, Ish monta dans sa voiture et rentra précipitamment chez lui. En écoutant la radio sur le chemin, il apprit qu'un virus mortel s'était répandu à travers le monde. Ce virus, transporté par l'air, tuait instantanément toute personne qui le respirait. Pendant que l'épidémie faisait rage, Ish, isolé dans les montagnes, avait échappé à l'infection. Cependant, en rentrant chez lui, il trouva ses parents morts, victimes du virus. Brisé par le chagrin, il creusa une tombe dans son jardin pour les enterrer. Dans les semaines qui suivirent, Ish erra dans la ville, cherchant d'éventuels survivants. Mais il ne trouva que des corps. Désespéré, il décida de quitter la région pour explorer d'autres endroits. Lorsqu'il atteignit New York, il fut frappé par la contradiction entre les lumières brillantes et le silence glaçant. Alors qu'il commençait à perdre espoir, il rencontra une femme blonde et un homme appelé Milton, eux aussi survivants du virus. Les deux étaient des inconnus avant la pandémie, mais ils s'étaient rencontrés en cherchant refuge dans la ville. Milton expliqua à Ish que le virus s'était propagé à une vitesse fulgurante, infectant la planète entière en seulement 2 semaines. Les scientifiques n'avaient trouvé aucun vaccin, et l'humanité avait été décimée. Les deux survivants, malgré leur désespoir, avaient décidé de profiter du moment présent. Ils passaient leur journée à boire et à se distraire, incapables d'affronter la réalité. Ish, cependant, ne partageait pas leur philosophie. Bien qu'il ait été tenté de rester avec eux, il refusa de se laisser aller. Ish quitta New York seul, dans l'espoir de trouver d'autres survivants. En chemin, il trouva un chien qui devint son fidèle compagnon. Pendant un an, Ish parcourut des villes et des villages, sans jamais croiser d'autres survivants. Pour passer le temps, il se plongea dans l'étude du virus, cherchant à comprendre son origine. Mais ses recherches ne menèrent à rien. Un jour, alors qu'il était sur le point de retourner à New York, il aperçut de la fumée s'élevant d'une maison au loin. Cette vision d'une cheminée fumante lui redonna espoir, il n'était peut-être pas le dernier humain sur Terre. L'homme n'était pas allé en ville depuis seulement 2 semaines. En y retournant, Ish découvrit avec effroi que l'humanité avait été décimée par un virus mortel. Même dans une ville aussi animée que New York, où les lumières brillaient encore la nuit, il n'y avait pas un seul être humain en vue. Effondré, Ish passa l'année suivante à parcourir de nombreux endroits pour chercher d'autres survivants, mais en vain. Alors qu'il était résigné à sa solitude dans une petite maison, il aperçut soudain de la fumée s'élevant d'une cheminée au loin. Ce signe de vie humaine raviva son espoir. Par précaution, Ish s'équipa d'une arme et se rapprocha prudemment de la maison. Dès qu'il descendit de voiture, il appela à haute voix pour rassurer les occupants. Il expliqua qu'il n'avait aucune mauvaise intention et qu'il souhaitait simplement faire connaissance, car rencontrer un autre être humain dans ce monde post-apocalyptique était un miracle. Sera, la femme qui vivait dans cette maison, fut touchée par la sincérité d'Ish et l'invita à entrer. Elle l'accueillit chaleureusement, et en l'absence d'autres humains, les deux sentirent rapidement une connexion entre eux, leur solitude se reflétant dans leurs regards. Après une nuit passée à discuter, Sera accepta de suivre Ish et de s'installer dans sa maison. Revigoré par ce nouvel espoir, Ish coupa la corde qu'il avait préparée pour mettre fin à ses jours. Sera s'adapta rapidement à la maison d'Ish, mais remarqua que certaines provisions avaient été grignotées par des rats. Elle suggéra de jeter les aliments contaminés, et les deux décidèrent d'aller faire des courses gratuites dans un supermarché abandonné. En remplissant de grands chariots de provisions, ils négligèrent les rats qui grouillaient dans les rayons. De retour à la maison, Sera prépara un repas pour eux. En mangeant, ils échangèrent sur la fin du monde. En tant que biologiste, Ish considérait cette catastrophe comme une opportunité de réfléchir aux erreurs passées de l'humanité. Au fil des jours, leur relation se renforça. Ish apprit à cultiver des légumes pour subvenir à leurs besoins, tandis que Sera entretenait le jardin. Leur complicité les rapprocha encore plus, et leur amour finit par éclore. Le projet de repeuplement fut mis en route. Lorsqu'un jour Sera annonça qu'elle était enceinte, Ish fut partagé entre la joie et l'inquiétude. Dans un monde post-apocalyptique, il n'y avait aucun médecin pour l'aider à accoucher. Il redoutait de la perdre. Mais Sera resta optimiste et encouragea Ish à apprendre les bases de l'accouchement. Elle commença également à stocker des fournitures pour bébé. Pendant la grossesse, les besoins nutritionnels de Sera augmentèrent. Ish, en bon mari, partit chasser pour lui rapporter de la viande fraîche. Il tua une vache et, malgré son dégoût, la dépeça pour en extraire la viande. De retour à la maison, Sera le félicita pour son courage. Pour améliorer leur confort, Ish installa des panneaux solaires sur le toit. Lorsqu'ils eurent enfin de l'électricité, leur quotidien s'illumina, littéralement. Mais leur bonheur fut troublé par une invasion de rats.
Sera. Sera montra à Aish une souris morte qu'elle avait trouvée dans une boîte à chaussures, expliquant que cela signifiait probablement qu'il y en avait beaucoup d'autres. Et elle avait raison. La nuit, des hordes de rats envahirent les rues. Aish brûla les aliments contaminés, tandis que Sera essayait de repousser les rongeurs avec une arme. Mais les rats continuaient à affluer. Ils décidèrent de se barricader dans une pièce et d'utiliser du ruban adhésif pour sceller les ouvertures. Tout semblait sous contrôle, jusqu'à ce qu'ils entendent des aboiements. Leur chien était resté dehors. Pris de panique, ils ouvrirent la porte pour le sauver, mais cela permit aux rats de s'engouffrer. Aish se battit férocement avec une batte de baseball jusqu'à ce que la menace soit éliminée. Épuisés, ils pansèrent les blessures du chien avant de s'effondrer de fatigue. Le lendemain matin, les rues étaient calmes à nouveau, et les chats festoyaient avec les restes des rats. Mais l'effroi de la nuit précédente avait provoqué la rupture prématurée des os de Sera. Aish se précipita pour l'aider à accoucher en utilisant les connaissances qu'il avait acquises dans les livres. Sera, qui avait déjà eu 2 enfants avant l'apocalypse, guida Aish dans le processus. Lorsque des complications surgirent à cause d'une mauvaise position du bébé, Sera demanda à Aish de l'aider à repositionner le fœtus. Grâce à leurs efforts, l'enfant naquit en bonne santé. Ce moment de joie redonna à Aish l'espoir de reconstruire l'humanité. Ensemble, ils élevèrent leur enfant tout en laissant des messages dans la ville, peints sur les murs, pour signaler leur présence à d'autres survivants. Un jour, le rappel fut entendu. Un homme vit l'un de leurs messages et les retrouva. Son arrivée marqua le début d'un nouveau chapitre pour leur petite famille, prêt à relever les défis à venir. C'est la 6e année depuis l'effondrement de la civilisation humaine. Dans une forêt, Aish rencontre une petite fille en détresse. Il lui explique qu'il n'a aucune intention malveillante et qu'il souhaite simplement l'aider. Aish lui propose d'attendre dans sa voiture, lui laissant le choix de décider si elle a besoin de secours ou non. Après un moment, la petite fille s'approche de la voiture d'Aish et accepte la pomme qu'il lui tend. Elle en croque quelques morceaux. À travers le rétroviseur, Aish remarque que la petite fille s'est réfugiée derrière sa voiture. Aish décide de la ramener chez lui. Sa femme, Moira, et leurs enfants viennent les accueillir. En apprenant la présence de la petite fille, Moira tente de l'approcher doucement. Mais, malgré la voix douce de Moira et l'enthousiasme des enfants, la petite fille reste silencieuse et effrayée, se recroquevillant dans un coin, incapable de réagir. La famille discute alors de la petite fille. Aish explique que chaque fois qu'il essaie de s'approcher d'elle, elle émet un cri perçant. Il suppose qu'elle souffre d'un traumatisme et qu'elle réagit ainsi par réflexe. Le lendemain, Moira prend l'initiative d'approcher la petite fille avec de la nourriture. Effrayée, la fillette renverse les aliments et saisit fermement le poignet de Moira. Mais c'est alors qu'elle remarque les nombreuses cicatrices sur le corps de Moira, semblables à celles qu'elle a déjà vues ici. Moira lui explique qu'elle aussi a été maltraitée dans son enfance et qu'elle comprend ce qu'elle ressent. Ces mots parviennent à gagner la confiance de la petite fille. Moira emmène ensuite la fillette dans la salle de bain pour lui donner un bain. Elle lui raconte qu'elle aussi, un jour, a dû rassembler son courage pour approcher cette maison et trouver refuge. Puis, Moira laisse la petite fille seule dans la salle de bain, lui offrant un moment d'intimité. Pendant ce temps, Aish et ses compagnons explorent les environs près de l'endroit où ils ont trouvé la petite fille. Ils tombent sur une cabane délabrée. À l'intérieur, ils découvrent des instruments de torture effrayants, témoins d'un passé sombre. De retour à la maison, Moira convoque les autres adultes dans le salon. Elle tient une lettre qu'elle a trouvée dans le sac à dos de la petite fille. La lettre, écrite par la mère de la fillette, révèle des vérités déchirantes. Dans cette lettre, la mère explique que sa fille s'appelle Ivy et qu'elle a vécu une vie pleine de souffrances. Lorsque le mystérieux virus est apparu, Ivy et sa famille ont survécu. Mais son mari a révélé sa véritable nature, rejetant toute la culpabilité sur Ivy. Ignorant les supplications de sa femme, il a soumis Ivy à des tortures horribles, au point qu'elle a cessé de parler. La mère d'Ivy a tout tenté pour la protéger, mais sa santé s'est progressivement détériorée. Sentant que ses jours étaient comptés, la mère a écrit cette lettre pour confier sa fille à quelqu'un de bienveillant, dans l'espoir qu'Ivy puisse trouver une seconde chance, une forme de rédemption. L'arrivée de la petite fille réveille en Moira des souvenirs douloureux. Elle se remémore les souffrances qu'elle-même a endurées par le passé, des douleurs si profondes qu'elle n'en a jamais parlé, même à son mari avec qui elle partage pourtant sa vie.